Donc nous sommes à la deuxième rencontre Avenue Centrale de la saison 4. Nous avons aujourd'hui un invité, Fabien Jobard, qui nous fera le plaisir de nous présenter une réflexion intitulée « La France et sa police, je t'aime, moi non plus ». Un très joli titre, tout le monde l'avait noté. Alors c'est un sujet d'actualité, bon, à l'heure où la police est justement refondée. Emmanuel Macron a insisté en octobre dernier sur le devoir d'exemplarité de la police. Nous avons aujourd'hui un académique exemplaire qui va effectivement aussi illustrer à sa façon cette qualité. Sur un sujet donc, qui, je le disais, est d'actualité, nous avions l'an passé invité déjà un chercheur spécialiste du sujet qui s'appelle Sébastien Rocher, directeur de recherche au CNRS. Et aujourd'hui, donc, nous avons une autre version effectivement de cette thématique qui sera donc développée par Fabien Jobard. Fabien qui donc est directeur de recherche au CNRS également, actuellement au centre Marc Bloch à Berlin. Fabien Jobard a été directeur du Centre de recherche sociologique sur le droit et les institutions pénales. Donc c'est l'UMR CESDIP à Paris, donc une institution reconnue et très identifiée sur la question des politiques pénales et de la criminalité internationale. Fabien Jobard est membre de nombreuses institutions prestigieuses, de multiples responsabilités. Alors je ne citerai que ici, par exemple, ton implication dans le comité de rédaction des revues comme Déviance et Société, comme Société Contemporaine, donc des revues qui font autorité en sociologie de la délinquance et du droit. Et ces travaux de recherche sont essentiellement consacrés à la sociologie de l'ordre public, à la police française, à laquelle il a contribué de nombreux ouvrages qui font référence chez les académiques et chez les étudiants, qui sont effectivement des ouvrages qui sont très lus et très utilisés pour justement former les étudiants à cette question donc de la police et des politiques pénales. Et puis un travail sur les sociologie pénale comparée qui est en cours et qui est également anciennement développée donc par Fabien, notamment actuellement des travaux qui sont menés sur des comparaisons entre la France et l'Allemagne, très naturellement. Donc Fabien est un des intellectuels les plus reconnus, les plus identifiés dans le domaine de la recherche sur la police, les institutions pénales. Lorsqu'il y a des débats qui sont réactivés sur le sujet, on est presque certain de lire ses contributions dans des grands journaux parisiens, même s'il n'est plus parisien ces temps-ci. Et donc c'est un plaisir très grand de t'entendre, d'autant plus que voilà, tes travaux sont ici cités également. Je sais que dans l'un des cours que j'ai le plaisir de présenter ici à Grenoble, je parle de tes recherches sur les contrôles d'identité qui ont été menées donc, il y a quelques années, qui ont marqué la réflexion sur les biais qui sont à l'œuvre dans l'appréhension justement donc, de la population et qui témoignent justement des tensions ou des sources de tensions que l'on peut rencontrer entre la police et la population en général. Donc c'est un plaisir de t'entendre ici. Donc tu seras soumis, je dirais, aux règles du jeu qui sont donc d'une conférence échange d'une demi-heure environ. Pour te signaler que la fin est proche, il y aura un petit gong discret mais intimidant peut-être. Et ensuite, donc, on aura également une demi-heure pour échanger, te poser toutes les questions que nous souhaitons. Et ensuite, également un temps d'échange autour du buffet qui se trouve donc au rez-de-chaussée. N'oubliez pas de remplir ce petit questionnaire qui nous permet de mieux cerner nos mécanismes de communication autour d'Avenue Centrale. Et puis donc, très bien, écoute, je te laisse maintenant la parole pour 30 minutes. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Bien, écoute, c'est à moi de te remercier de m'avoir convié à prendre place dans le fameux fauteuil rose de la MSH et de Avenue Centrale pour venir avec vous débattre de questions de police. Alors tu l'as dit, j'ai choisi d'intituler la séance
avec ce titre, La France et sa police, je t'aime, moi non plus. Je précise quand même à tout seigneur, tout honneur, que le sous-titre est un beau sous-titre, mais qui n'est pas de moi, hein, comme chacun sait. Et qui ne s'appliquait pas non plus d'ailleurs à l'origine à la question de la police. C'est bien sûr, j'ai d'autant plus répondu à ton invitation que la ville de Grenoble, ou l'agglomération grenobloise en tout cas, a été traversée par des questions policières, comme vous le savez, hein, des émeutes, la mort d'un jeune homme dans une course-poursuite avec la police, le fameux discours dit de Grenoble d'un président de la République déjà ancien, la nomination ici d'un préfet qui était un préfet spécialisé en maintien de l'ordre, Éric Le Doiron. Donc je sais que c'est dans une ville marquée par des événements policiers tout particuliers que j'ai été convié et invité à prendre la parole. Et puis tu as souligné que Sébastien Rocher avait été invité lui aussi l'année dernière. J'indique ou je rappelle que l'Université de Grenoble a été très anciennement impliquée dans les questions de recherche sur la délinquance, le crime, la peine, puisque c'est ici que Hugues Lagrange et Sébastien Rocher, ensemble, avaient commencé leurs travaux à l'Institut d'études politiques de Grenoble, à l'époque même, après grande vague de travaux qui avait été ouverte par la commission du ministère de la Justice qui s'intitulait Réponse à la violence en 1977. Donc à double titre, je me réjouis tout particulièrement de venir échanger avec vous. J'ai proposé la conférence suivante. Les Français entretiennent avec leur police une relation passionnée. Curieusement présentée comme une institution régalienne, la police fait l'objet de scores élevés d'approbation dans l'opinion publique. Mais elle ne cesse dans le même temps de constituer un problème politique, soit que les policiers manifestent leur hostilité au gouvernement ou aux juges, ou à l'autorité judiciaire, soit que les citoyens s'élèvent contre les abus policiers. Bien écoutez, c'est très exactement à ce plan-là que je m'en tiendrai dans mon propos. Et d'abord, je voulais, il me tient à cœur de faire un point sur l'histoire de la police. Qu'est-ce que c'est que cette institution? D'où vient-elle? Et pourquoi est-elle une institution régalienne? Vous avez compris que, à mes yeux, c'est de manière abusive qu'on qualifie l'institution policière d'institution régalienne. Pourquoi? Parce que la police, à l'origine, c'est une institution municipale. Dans tout un ensemble de pays, et la plupart des pays qui nous entourent, la plupart des pays occidentaux, la police fut et est restée une institution municipale. La police est une institution qui s'est développée, s'est institutionnalisée ou s'est créée sous la forme que l'on connaît relativement tardivement, c'est-à-dire au cours du XIXe siècle. Auparavant, les fonctions de police étaient assurées par des notables des villes qui formaient des comités qu'on appelle en anglais des posses. Et ces posses sont restées au moins en France dans l'imaginaire des auditeurs de rap, puisque c'est un terme qui qualifie un mécanisme d'inversion des usages lexicaux qui qualifie les bandes dans les grandes agglomérations américaines. En tout cas, les posses étaient formés de notables qui, par des systèmes assez complexes d'ailleurs d'élection, désignation, formaient des milices bourgeoises, des milices civiles, comme on les appelait auparavant, qui patrouillaient dans l'espace public et qui étaient en charge du contrôle des désordres, mais aussi et peut-être avant tout du contrôle des étrangers, c'est-à-dire de ceux qui sont étrangers à la ville, pas des étrangers
étrangers au sens national, ça c'est venu beaucoup plus tard, mais de ceux qu'on ne connaissait pas dans la ville et à qui donc on demandait d'où ils venaient. Et puis, le temps devenant précieux aux gens, les notables étant assez lassés de ce type d'activité, payaient des gens pour exécuter ces charges à leur place. Et puis petit à petit, l'impôt local est venu payer, financer la professionnalisation de ces tâches. Et c'est ainsi que les polices ont été autonomisées, ont été institutionnalisées, professionnalisées. En France, c'est le produit de revendications syndicales, et notamment par tout un ensemble d'organisations professionnelles assez puissantes à l'époque, dans les années 20 et les années 30, qui ont amené l'étatisation de la police. Et notamment, un corps a joué ici un rôle très important, celui des commissaires de police, qui, de manière inlassable, dans les années 20 et 30, ont demandé l'étatisation de la police. Étatisation de la police qui a vu le jour par la loi ou l'acte d'Arlan du 23 avril 1941, qui créait la police nationale. Sous un autre nom, mais il faut voir que parmi l'ensemble des actes qui ont été pris sous le régime de Vichy, un n'a pas été abrogé, c'est cet acte qui crée donc, qui centralise la police. Donc nous avons en France deux institutions policières, la gendarmerie nationale, corps militaire, qui à l'origine était chargé de surveiller les grands axes de communication, les grandes voies commerciales, et la police urbaine, donc police, qui est une police étatisée. Bien sûr, des polices municipales ont vu le jour, j'y reviendrai un peu après. Ce sont des polices municipales qui se sont créées notamment dans le courant des années 70, puis 80-90, face à la difficulté qu'avait la police nationale de contrôler, d'assurer le contrôle sur le contrôle des villes. Alors ça, c'est une première origine de la police, avec une origine donc citadine, municipale, avec cette particularité française qu'est le caractère national centralisé de la police. En Angleterre, vous avez 43 forces de police. En Allemagne, vous avez autant de police qu'il existe de Länder. Même le maintien de l'ordre, c'est-à-dire la police des manifestations, est assuré au niveau du Land. Vous avez sans doute eu vent d'un maintien de l'ordre particulièrement épique qui s'est tenu à Hambourg à l'occasion du G20 en juillet. C'était la police de Hambourg qui coordonnait l'ensemble des forces de police qui intervenaient sur le territoire. Aux États-Unis, vous avez, je ne sais plus combien, 10 000 forces de police différentes. Parce que ce sont des compétences de police. Ce sont des compétences municipales, des compétences des villes. Alors bien sûr, la police a aussi une autre origine, qui est une origine militaire. Lorsque les polices se sont développées dans le courant du 19e siècle, très lentement, au cours de ce siècle-là, elles sont allées chercher auprès d'une autre institution, des modèles d'organisation, des modèles de recrutement, et cette autre institution est évidemment l'armée. Au XIXe siècle, entrent dans la police d'anciens militaires. Et la voie de recrutement dans la police parisienne, par exemple, est principalement la voie de recrutement militaire. Alors, ça donne évidemment... Et pourquoi est-on allé chercher du côté de l'armée? Parce que l'une des tâches majeures de la police à l'époque, notamment dans les pays qui étaient le plus hostiles à la création de ces institutions qui faisaient peur et qui coûtaient cher en plus, c'est-à-dire l'Angleterre, les pays de common law de manière générale, la police avait pour vocation de contrôler les masses ouvrières, de contrôler les masses laborieuses, de contrôler les foules. Et on est allé chercher du côté de l'armée, en partie aussi parce que dans les territoires coloniaux,
notamment dans les Indes britanniques. C'est à l'armée qu'il revenait le soin de contrôler les grandes masses laborieuses, parce que ces colonies avaient pour objectif la mise au travail des populations, soit rurales, soit urbaines. Et donc évidemment, cette origine a laissé un héritage très fort dans les différentes polices, notamment des puissances coloniales. Angleterre principalement, France bien sûr, mais aussi Belgique. Notamment aussi parce que pendant jusqu'au milieu du XXe siècle, les élites policières, bon nombre d'élites policières étaient aussi des élites administratives qui s'étaient formées dans les territoires coloniaux. C'est l'une des dimensions qui explique bien sûr les tensions très fortes qui peuvent exister dans les anciennes puissances coloniales, bien sûr, en Europe, en Angleterre, en Belgique, en France, aux Pays-Bas également, entre les polices et les populations issues de l'immigration, qui est une immigration coloniale. Et notamment, ce qu'on observe dans ces pays-là, c'est que une des modalités de politisation des populations migrantes, descendants de migrantes, c'est la confrontation avec la police. Que cette confrontation soit réelle, effective, physique, à une confrontation plutôt imaginaire, c'est-à-dire la police comme étant l'incarnation de l'adversité politique, ou de l'État. Un État perçu comme un État, soit parce qu'il est discriminatoire, soit parce qu'il est post-colonial, soit parce qu'il est résolument hostile aux migrants ou raciste, eh bien il s'incarne le mieux du monde dans la police. Et donc cette politisation par la police est un phénomène qui est particulièrement marqué, évidemment, dans les anciennes puissances coloniales. Cette histoire de la police française, une histoire de la centralisation, une histoire qui a à voir avec les origines militaires ou coloniales de la police, est importante à rappeler. Est importante à rappeler parce que ça permet aussi de comprendre la structuration de l'opinion publique ou de la réception dans l'opinion de l'image de la police. Je l'ai indiqué donc dans le petit résumé que j'ai envoyé pour la conférence d'aujourd'hui. La police est une institution qui jouit d'un indice de confiance élevé dans la population. Et ça a toujours été le cas. Ça a toujours été le cas. Au moins 2/3 des Français ont une image positive de la police. Positive, voire très positive. Êtes-vous satisfait ou très satisfait des institutions suivantes, ce sont les questions classiques. Et au moins 2/3 des Français, des Françaises sont satisfaits de leur police. Ces scores ont battu des records après les attentats ou les meurtres commis dans la rédaction de Charlie Hebdo, au cours duquel d'ailleurs 2 policiers ont trouvé la mort, dans des conditions particulièrement sordides. Et là, vous vous souvenez que la police avait été l'objet de manifestations d'approbation, d'affection, d'amour, qui sait, particulièrement spectaculaire de la part des Français dans un pays qui est réputé entretenir une relation plutôt tendue avec sa police. Alors, cette réputation est pas fausse, parce que derrière ces chiffres de fort soutien à la police se cachent des données plus nuancées. D'abord, au regard des autres pays européens, bien que très élevés, cette confiance à l'égard de la police est faible. En Allemagne, l'indice de satisfaction à l'égard de la police, il approche des 80, 85, 90% de la population. Deuxième dimension, c'est une opinion qui est particulièrement segmentée.
Les jeunes, et on le sait notamment parce que Sébastien Rocher ici dans l'Isère avait conduit des enquêtes assez intéressantes auprès des lycéens, des lycéens et des collégiens de l'ensemble du département, les jeunes ont une opinion plutôt négative de la police. 70% des jeunes de 13 ans ont une opinion favorable de la police, et ce score descend à 45% dès l'âge de 17 ans. Et l'opinion est d'autant moins favorable à la police qu'il s'agit d'hommes, enfin de garçons plutôt que de filles, qu'il s'agit de garçons qui ont des difficultés scolaires ou qui sont scolarisés dans l'enseignement professionnel, ou lorsqu'il s'agit de jeunes qui vivent dans des quartiers pauvres. L'opinion des migrants, alors migrants c'est un terme allemand, l'opinion des immigrés, des descendants d'immigrés, en France est hostile à la police, en tout cas beaucoup moins favorable, à la police que ne l'est l'opinion des populations majoritaires. Et c'est un trait que, par exemple, on ne trouve pas en Allemagne. En Allemagne, les descendants de migrants, comme on les appelle là-bas, ont une opinion plus favorable à la police encore que les non-descendants de migrants, que les Allemands d'origine allemande depuis au moins 2 générations. Pour finir sur ce plan, 2 informations. Lorsqu'on interroge les descendants de migrants sur leurs expériences avec la police, leurs expériences concrètes, on se rend compte que il n'y a pas parmi eux proportion significativement plus élevée de gens qui ont, par exemple, qui déclarent avoir eu une mauvaise expérience personnellement avec la police. En revanche, il y a une proportion beaucoup plus élevée que dans la population majoritaire de gens qui déclarent avoir dans leur famille ou parmi leurs proches des gens qui ont eu une expérience défavorable avec la police. Si bien que dans cette population-là, on comprend que la police fait partie, beaucoup plus que dans la population majoritaire, est une institution qui compte, qui marque de manière négative. C'est ce que les anglo-saxons, en anglais, on appelle the vicarious experience, c'est-à-dire l'expérience partagée, l'expérience commune avec ses proches. Et ça, c'est évidemment très important. Et puis par ailleurs, pour finir sur ces mouvements d'opinion, les Français se caractérisent par le fait, l'opinion française se caractérise par le fait que, au fond, les scores qu'elle affiche sur tout un ensemble d'items, sur tout un ensemble de questions, rapprochent la France beaucoup plus des pays d'Europe du Sud, tels que le Portugal et la Grèce, ou des pays d'Europe de l'Est et d'Europe centrale, que des pays d'Europe du Nord ou de l'Angleterre. Par exemple, pensez-vous que la police traite les gens avec respect ? La France, dans la grande enquête européenne, European Social Survey, ou bien l'enquête dite EU-MIDI, l'enquête de l'Agence européenne des droits de l'homme, les scores français, ici, la France est à la 19e place sur 26 pays interrogés. Pensez-vous que la police est équitable à l'égard des pauvres? La France affiche des scores qui relèvent du dernier tiers des populations européennes. Pensez-vous que la police soit discriminante? Les Français sont nombreux à le penser, et là encore, ce sont des scores qu'on retrouve plutôt dans les pays d'Europe du Sud, de l'Europe de l'Est, d'Europe du Centre, plutôt que d'Europe du Nord. Et donc vous voyez que la police est une institution beaucoup plus clivante en France qu'elle ne l'est dans les autres pays européens, en dépit, encore une fois, d'une opinion générale favorable à la police. Alors il faut dire que la police française est une institution qui, par rapport aux voisins européens, présente un certain nombre de caractéristiques
dans la façon dont elle est organisée, dans la façon dont elle effectue, elle mène à bien ses missions. Et ces caractéristiques-là, je voudrais en citer quelques-unes. D'abord, la police française est une police qui est équipée d'un armement qu'on ne trouve pas dans beaucoup de pays voisins. Vous savez que les grenades offensives ont été abrogées après la mort de Rémi Fraisse, donc un manifestant écologique fin octobre 2014. Ces grenades avaient été abrogées de l'équipement ordinaire des polices en maintien de l'ordre depuis déjà le début des années 70 dans les pays d'Europe du Nord. Et j'ai fait encore l'expérience récemment. Vous dites que ces grenades étaient encore en usage chez nous jusqu'à récemment. Les collègues sont vraiment tout à fait surpris, pour le dire clairement, tombent un peu de leur chaise. Le flashball, c'est-à-dire les balles de caoutchouc lancées, qui ont à peu près cette taille-là, lancées par des fusils, projetés par des fusils sur des manifestants, sont un armement qu'on ne trouve ni en Allemagne ni en Angleterre. D'ailleurs, si vous allez sur la fiche Wikipédia qui vous décrit cette arme-là en anglais, vous verrez, c'est marqué équipement de la police française. Et ces flashballs ont effectivement laissé derrière eux des dégâts, des blessures irréversibles, telles que la perte d'un œil, perte définitive d'un œil, chez plus d'une vingtaine de personnes depuis leur généralisation au début des années 2000. Autre caractéristique des polices françaises, c'est leur fort degré de militarisation. Alors, qu'est-ce qu'il faut entendre par là ? C'est au fond l'alignement de tout un ensemble de sections de la police, sections, de segments, de corps, de groupes, appelez-les comme vous voulez, sur un modèle police de maintien de l'ordre. C'est-à-dire une police très encadrée, très disciplinée, ce qui peut avoir évidemment des vertus, très équipée, tant en termes d'équipement défensif, les équipements défensifs des policiers, il suffit de comparer des photos des policiers en tenue maintien de l'ordre des années 80 et maintenant, les équipements défensifs ont été décuplés, mais aussi en équipement offensif, et surtout ce sont des polices qui sont considérées ne pas devoir en premier lieu avoir de contact avec la population et qui ont plutôt des contacts avec les centrales de commandement. Les salles de commandement qui se sont multipliées depuis les années 2000 à l'échelle des départements dans l'organisation territoriale de la police française. Et donc on utilise on multiplie soit des unités qui sont susceptibles d'être projetées sur les territoires depuis des salles de commandement, soit on militarise les unités qui sont sédentarisées dans les agglomérations dans lesquelles la police intervient. Et donc évidemment, ça donne une image du métier auprès de ceux qui l'exercent, mais une image du métier auprès des populations qui sont destinataires de ces polices-là, qui est très éloignée pour prendre une image, voir ce qu'il en est dans la réalité, bien sûr. Une autre image propre à l'imaginaire des polices, très éloignée, par exemple, du bobby anglais ou du gardien de la paix, tel qu'on se le représentait dans les années 50, avec son bâton blanc et ses gants blancs. On est très éloigné de ce qu'est la pratique de la police allemande, dans tout un ensemble de Länder, à commencer par celui de Berlin, qui est une police, Bürgernahe Polizei, une police donc proche des citoyens, Bürgernah, et qui travaille à l'inverse
de la police française à, avant tout, la prévention, la compréhension des populations locales, l'inscription des agents dans les réseaux locaux d'associations, de clubs de prévention, de clubs de jeunes. Hein. Il y a encore, j'emploie des termes très années 70-80, hein, mais en fait, il y a encore des clubs de donc les politiques de sécurité, en réalité, dans tout un ensemble d'agglomérations allemandes, reposent encore sur des clubs de prévention, des clubs de jeunes, des associations locales de lutte contre la violence, ou des associations qu'on appelle des associations communautaires. Les Arabes de tel quartier, les Turcs de tel quartier, les musulmans de tel quartier, etc. Bon. Et un bon travail policier dans ces länders-là, c'est un travail qui vise l'inscription dans ces associations-là, ces clubs-là, pour essayer de prévenir la violence et non d'intervenir avec une efficacité plus ou moins établie une fois que les violences ou que les actes de délinquance se sont multipliés. Alors je suis surpris de ne pas entendre le gong avec lequel tu me menaces déjà depuis quelques heures. Ah, il est là le gong, c'est un gong humain comme autrefois l'horloge parlante. Ah d'accord, dans 2 minutes, il arrive dans 2 minutes. C'est le pré-gong. C'est le pré-gong, d'accord. Mais vous voyez qu'on a effectivement des modèles de police qui sont à l'époque, qui sont actuellement à l'usage en Europe. Hein. On n'a pas seulement en Europe des modèles de politique économique ou des modèles sociaux, ça on sait qu'on les a parce que on nous bassine avec souvent, mais on a aussi des modèles de police. Et ces modèles de police, comme dirait mon directeur de thèse Pierre Favre, qui a publié un article en ce sens dans la Revue française de sciences politiques, en quelle année? En 2009, je crois. Ces modèles de police font écho aux modèles de société également. Et ça, c'est très important à le comprendre. Tu as évoqué que le président Macron tenterait de mettre en place un nouveau modèle de police. En fait, on ne réforme pas la police sans d'abord s'attaquer aux structures d'organisation de la société. Et ça, c'est absolument fondamental. Oh, c'est le gong. Ah oui, je vois que le gong est tout de même vraiment intimidant. Hein. Au fond, ce qui distingue les pays dans lesquels on aurait, pour le dire de manière très caricaturale, très placative, des polices préventives, eh bien, il y a une présence des institutions sociales, des présences des institutions médico-sociales, des présences d'institutions d'adultes sur la voie publique. On ne peut pas en France réformer la police dans le sens d'une Bürgernahe Polizei. Alors je sais pas quel est le terme qui est donné actuellement en France. On a tout eu, hein, police de proximité, police de quartier, police de tranquillité, il me semble, je ne sais pas quelle est la notion actuellement en circulation. Je crois que le ministre de l'Intérieur veut promouvoir une nouvelle forme de police, mais dans les pays dans lesquels ces formes de police-là sont à l'œuvre, ce sont des pays dans lesquels la police s'inscrit dans un tissu social qui est déjà organisé autrement. Et pour le dire de manière très, très simple, on ne peut pas mettre en place ce type de police lorsque par ailleurs on réduit le budget affecté au travail social, le budget affecté même aux institutions médico-sociales, ça c'est très important, à la prise en charge des problèmes d'autisme par exemple dans une ville, de la maladie mentale, des problèmes
prise en charge des jeunes qui quittent le système scolaire. Au fond, la police s'inscrit dans ce tissu-là. Des tentatives qui ont été mises en place, qui se poursuivent toujours, telles que les zones de sécurité prioritaires, peuvent être des outils qui permettent ce type de dispositif. On a fait une enquête avec un ancien collègue de Grenoble, justement, Jacques de Maillard et d'autres, sur les délégués à la cohésion police-population. Il y en a aussi ici, si j'ai bonne mémoire. Ce sont des policiers à la retraite qui tentent dans leur commissariat de construire des ponts entre la police et les institutions sociales, les institutions de prévention, les institutions associatives de l'agglomération. Ce sont toutes ces institutions interstitielles qui sont au fond absolument fondamentales lorsque on veut effectivement briser les dynamiques de militarisation, les dynamiques d'insularisation, les dynamiques d'autonomisation de la police qui conduisent à ce à quoi on assiste aujourd'hui en France, hein, vu de l'étranger. D'un côté, des émeutes, c'est-à-dire des manifestations de révolte d'une fraction de la jeunesse contre la police locale, et de l'autre, qu'il ne faut pas négliger, des manifestations de rébellion policière récurrentes, 2001, 2014, 2015, 2016. Peu avant les attentats de novembre 2015, les policiers étaient dans la rue. Un an après, ils l'ont à nouveau été. Sous des formes d'ailleurs en partie séditieuses, très inquiétantes. Et donc, pour briser ces dynamiques-là, qui sont des dynamiques inquiétantes, hein, parce qu'elles touchent à l'équilibre social d'un côté, à l'équilibre politique de l'autre, il est nécessaire, je pense, non pas seulement de repenser l'ingénierie de l'institution policière, mais de comprendre l'inscription de la police dans la société dans son ensemble. Je vous remercie. Merci Fabien pour cet exposé panoramique.